Et puis on pourrait vraiment s'interroger, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, cet être 10 ans, presque 10 ans passé à la tête du Canada, eh bien l'ère Justin Trudeau touche à sa fin. Ça y est, hier il a annoncé sa démission. Il a dit terminé, je m'en vais. Et voici quelques mots de Justin Trudeau. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Voilà, il a demandé au président de commencer les étapes nécessaires. Eh bien, Trudeau s'en va. Trudeau s'en va, effectivement, il se passait beaucoup de choses très spéciales, effectivement, au Canada. Grave crise du Parti libéral. 9 ministres, je rappelle, ont quitté le gouvernement. Et puis, son principal allié de gauche, Jack Meeting, avait rompu l'alliance conclue il y a 3 ans. Et enfin, le dernier coup de tonnerre, c'était le 16 décembre, avec la démission surprise de la vice-première ministre et poids lourd du gouvernement, Chrystia Freeland, qui a un peu plus fragilisé Justin Trudeau. Voilà, droit de douane, vous savez que Donald Trump, qui arrive au pouvoir, je le rappelle, pour le cas où les gens seraient sur la planète Mars le 20 janvier prochain, il a menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes l'un des mieux placés pour en parler. Au fond, est-ce que c'est économique, politique ou les deux, mon général? Et un peu plus que ça, je crois. C'est-à-dire que Justin Trudeau est probablement, à l'échelle de l'histoire récente et même longue du Canada, le pire premier ministre que le Canada aura eu. Je dis probablement parce que son père, Pierre Elliott Trudeau, aurait été aussi catastrophique. Bien que Pierre Elliott Trudeau était plus intelligent que son fils, donc il y a une nuance à faire sur les capacités cognitives. Eh oui, ça existe. Mais j'y reviens, donc fondamentalement, quand on fait le bilan de Justin Trudeau, c'est d'abord une crise migratoire immense. Il faut comprendre que le Canada était le pays qui se voulait le plus immigrationniste d'Occident. Oui, exact. Or, qu'est-ce qu'on a vu? La politique migratoire de Justin Trudeau, qui a consisté d'un côté à institutionnaliser véritablement l'immigration illégale comme une voie d'entrée au Canada par une forme de maquillage consenti du droit d'asile, mais c'était organisé, il faut comprendre, par l'État fédéral, avec ce qu'on appelait le chemin Roxham au Canada. Oui. Et de l'autre côté, ce qu'on appelait l'initiative du siècle, qui était le projet porté essentiellement par la technocratie fédérale, qui consistait à dire que le Canada doit avoir 100 millions de citoyens à la fin du siècle. Comment? En ayant une politique d'immigration active et massive pour véritablement transformer le pays en grande puissance démographique. Le Canada a connu une crise démographique telle que même le Canada anglais, alors le Québec francophone inévitablement a toujours été sceptique envers l'immigration massive parce qu'on craint la noyade migratoire. Bien sûr. Mais même le Canada anglais s'est mis à douter des vertus de l'immigration à partir d'un prétexte dont s'est emparé Pierre Poilievre, le chef des conservateurs, c'est la crise de l'accès au logement. C'est-à-dire, à un moment donné, les classes moyennes n'avaient plus les moyens d'accès au logement. Premier élément. Deuxième élément, Justin Trudeau a transformé, à partir d'une constitution qui était prédisposée à cela, le Canada en véritable wokistan. Ce qu'on appelle l'EDI, l'équité, diversité, inclusion, le wokisme managérial, a été au cœur de la politique fédérale depuis plusieurs années. Concrètement, Mathieu Bocoté, oui. Juste concrètement, ce que vous parlez de ce wokistan, ça consistait en quoi, par exemple? Je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, est le plus parlant. Oui. C'est le gouvernement fédéral, au nom de l'inclusion et de la diversité, a, par exemple, lancé un programme destiné aux entrepreneurs noirs pour leur permettre d'avoir plus facilement accès à l'entrepreneuriat. Donc, une forme de racialisation des politiques publiques fédérales. Je donnerai un autre exemple qui est dans le même état d'esprit, mais ça date de 2015, c'est le point de départ de son mandat. C'était l'histoire de Zunera Ishak, qui est une immigrante pakistanaise, qui réclamait le droit de faire son serment de citoyenneté au Canada sans même enlever son niqab, sans même ne soulever ne serait-ce que le temps d'un petit sourire au pays qui l'accueille. Eh bien, Justin Trudeau et son équipe avaient vu là-dedans, une fois que cette histoire était passée, un grand exemple de l'ouverture à la diversité du Canada. Donc, c'était un exemple parmi d'autres. Et là, je vais vous donner d'autres éléments. Le Canada est dans une crise aujourd'hui des finances publiques qu'on n'a pas connues depuis les années 90.
Ajoutez à ça, parce que ce n'est pas un détail, le Canada, vous savez, c'est une fédération. Oui. Le gouvernement fédéral a des responsabilités clairement identifiées, les provinces en ont d'autres, mais Justin Trudeau fait partie de ceux qu'on appelle au Canada les centralisateurs. Il voudrait que le gouvernement fédéral soit toujours plus présent dans tous les domaines de compétences. Donc, il a fait en sorte que l'État fédéral a gonflé comme pas possible, ce qui fait que ça contribuait à son alourdissement bureaucratique. D'ailleurs, la croissance de la fonction publique fédérale depuis quelques années est immense. Donc, prenez tout ça, le bilan est terrible. Ensuite, il y a la crise politique que vous mentionniez, avec le départ de plusieurs ministres, le départ de Chrystia Freeland. Alors, je précise, le départ de Chrystia Freeland, c'était le bras droit de Justin Trudeau depuis plusieurs années. Oui, c'était elle qui soutenait sa politique en matière des finances. Et là, imaginez le scénario. Le vendredi, Trudeau lui dit, bon, tu vas présenter un mini-budget lundi, mais sache que mardi, en gros, tu ne seras plus ministre des Finances parce que je vais nommer celui qui sera mon successeur, globalement, Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, mais aussi de la Banque d'Angleterre. Donc, une figure de l'oligarchie canadienne. Or, Freeland dit, ben non, je vais quand même pas me faire exécuter comme ça. Donc, le lundi, à peu près 1 heure avant la présentation du mini-budget, elle publie sur Twitter sa lettre de l'émission tout en indiquant que ce budget vaut absolument rien. Donc là, ça accélère la crise. C'est assez clair, oui. Et là, vous avez un dernier élément qu'on doit mentionner, c'est que ça fait au moins 1 an, si c'est pas plus, que le Parti conservateur de Pierre Poilievre est clairement premier dans les sondages, un écart de 20% avec le Parti libéral. C'est parce que les conservateurs, dans le pays, dans le Wokistan canadien, où une partie de la population n'est pas d'accord avec ça, Poilievre s'est emparé des enjeux de critique de l'immigration massive, de critique de l'EDI, du wokisme. Du genre, de tout ça, oui. Voilà. Alors, il y a une province où, dans les sondages annoncés, le Parti conservateur n'est pas premier. Parce qu'il est premier dans toutes les provinces, sauf dans une province, c'est au Québec. Et pourquoi? Parce qu'au Québec, depuis longtemps, ce sont les nationalistes et les indépendantistes québécois qui se sont emparés de la critique du wokisme, du multiculturalisme, de l'immigration massive, de la culture de la cancellation. Donc, il y a un scénario qui se dessine, selon plusieurs sondages, qui laisse croire, c'est pas certain, on verra, mais qu'aux prochaines élections, le Parti conservateur serait clairement premier, qui auront lieu au mois de mai, très probablement. Parti conservateur, très clairement premier, majoritaire. Opposition officielle, parce que c'est une fonction qui existe dans le parlementarisme britannique, l'opposition officielle serait constituée par les indépendantistes québécois. Troisième parti, il y aurait la gauche radicale, le NPD, et le Parti libéral serait réduit à autour de 10 députés. Je pense pas que le Parti libéral va s'effondrer à ce point-là. Grandeur et décadence, oui, c'est énorme. Mais on voit à quel point ce qui est annoncé, en fait, c'est une décomposition, non seulement du Parti libéral, mais plus largement de l'ensemble de l'élite libérale canadienne. Avec un dernier détail, et ensuite je me tais. L'avantage du Parti libéral au Canada, cela dit, c'est que même quand il perd les élections, il contrôle encore le pouvoir. Parce qu'il contrôle la Cour suprême du Canada, il contrôle la technocratie fédérale. L'ensemble des médias publics lui sont très, très favorables. Donc, même battu, le Parti libéral va demeurer très puissant au Canada, un peu comme le Parti socialiste en France. Vous voulez dire, Mathieu Bocoté, non mais c'est très intéressant, vous voulez dire que le Parti libéral, même s'il a 10 députés, même si c'est exagéré, il garde une partie du pouvoir avec les institutions qu'il contrôle, quoi, qu'il va continuer à contrôler. Exactement. Donc c'est l'avantage, parce que faut comprendre, le Canada est un pays qui, en 1982, a connu une refondation constitutionnelle assez importante. Une constitution que le Québec n'a jamais signée, je le précise, mais c'est une constitution qui est chargée d'un programme. Le multiculturalisme au Canada, c'est pas la politique d'un parti sur 2 ou sur 3 ou sur 4. C'est une doctrine constitutionnelle. C'est dans la Constitution. Donc, tout ce qu'on pourrait appeler, c'est pour ça que j'ai la prédisposition constitutionnelle du Canada au Wokistan, c'est que tout ça est dans la Constitution. Donc, Pierre Poilievre, qui n'est pas un homme sans mérite, eh bien, va être obligé de fonctionner dans un régime constitutionnel qui même s'il veut en sortir, eh bien, l'oriente dans une direction assez claire. Et dernière question, Mathieu Bocoté. Qu'est-ce que les Canadiens ont pensé, qu'est-ce que vous pensez de ce tweet, peut-être provocateur, mais enfin c'est habituel chez lui, de Donald Trump traitant Justin Trudeau de gouverneur Justin Trudeau et disant mais au fond le Canada, ce serait génial qu'il soit le 51e État des États-Unis, ce serait très bien pour tout le monde, pour eux, pour lui, moins d'impôts, moins de ceci, etc. Ouais, ben ça fait le 4e tweet en la matière de Donald Trump. J'y vois, quant à moi, une provocation, une moquerie. Par ailleurs, ça dit quelque chose. Vous savez, le Canada aime se faire croire qu'il est un acteur qui compte dans la mondialisation, dans le monde qui est le nôtre, un État respecté. Et Trump traite le Canada comme une colonie, finalement. C'est-à-dire, la superpuissance morale du Nord n'est finalement qu'une colonie du Nord, le 51e État qui ne veut pas porter son nom. Ouais. Par ailleurs, vous savez, les Québécois, nous, on a tendance à dire souvent que le Canada
Canada, c'est pas un vrai pays. C'est-à-dire, le Québec est un vrai pays, une vraie nation, une vraie culture. Le Canada, on le voit souvent comme une banlieue nord des États-Unis. Donc, je ne suis pas en désaccord avec ceux qui disent que le Canada n'est pas un vrai pays. Si le Canada anglais consent un jour à se faire annexer par les États-Unis, ça les concerne, mais ça ne concerne pas les Québécois qui, eux, ont pour vocation à constituer un État indépendant. Et de ce point de vue, qu'il y ait 2 ou 3 États indépendants en Amérique du Nord, ce qui est certain, c'est que le Québec sera l'un d'entre eux dans quelques années. Donc, Mathieu Bocoté, vous, dans ces cas-là, vous restez un incorrigible indépendantiste québécois. Sans le moindre doute, le Canada de Poilievre comme le Canada de Trudeau, ça demeure le Canada, ça demeure, autrement dit, c'est pas le Québec. C'est pas le Québec. Ok, merci beaucoup. Merci pour vos éclaircissements, Mathieu Bocoté. À bientôt. Et n'hésitez pas à réagir par téléphone.